Vous êtes sur Télésud, merci de nous rejoindre pour ce nouveau point sur l'actualité du continent. Mercredi 6 juin, à la une, place Tahrir au Caire. Les Égyptiens, toujours en colère, manifestent contre la clémence des verdicts dans le procès Moubarak, mécontentement exacerbé par le second tour de la présidentielle les 16 et 17 juin prochains. Les chefs d'État et de gouvernement africains se préparent au sommet de l'UEMOA au Togo. Parmi les urgences à traiter, la crise malienne. C'est dans ce cadre que le Premier ministre malien a rendu visite au président béninois et président en exercice de l'Union africaine, Yahi Boni. Et puis, élections législatives en France, la diversité aux couleurs de l'engagement et du militantisme. Dans ce journal, nous avons suivi 2 candidats d'origine congolaise, une situation de plus en plus visible dans le paysage politique hexagonal. En Égypte, quelques dizaines de personnes se trouvaient toujours ce mercredi place Tahrir au Caire au lendemain d'une grande manifestation. Ils protestent contre les verdicts jugés trop cléments dans le procès de l'ex-président Hosni Moubarak et plusieurs de ses anciens responsables dans un climat déjà tendu en raison de l'élection présidentielle. Patricia Dreline. Depuis ce matin, des dizaines de personnes restent rassemblées sur la place Tahrir, au Caire, mais aussi à Alexandrie, pour protester contre les verdicts jugés trop cléments dans le procès de l'ex-président Hosni Moubarak et plusieurs de ses anciens responsables. L'ancien Raïs, âgé de 84 ans, est incarcéré depuis sa condamnation samedi à la prison à perpétuité. Et depuis, l'état de l'ex-homme fort de l'Égypte s'est dégradé. Il a été placé ces dernières heures sous respiration artificielle, depuis la visite de sa femme et ses 2 fils, également incarcérés dans l'attente d'un nouveau procès pour manipulation boursière. Hosni Moubarak est plongé dans une profonde dépression et aurait cessé de s'alimenter. Il a été mis sous sédatif et placé sous observation. Mais malgré le sort de Moubarak, les Égyptiens se sont réunis dans le centre de la capitale pour célébrer le 2e anniversaire de la mort de Khaled Saïd, jeune Égyptien battu à mort le 6 juin 2010, devenu une icône de la répression policière et de la contestation renversant le régime Hosni Moubarak. Le conseil militaire au pouvoir en Égypte depuis la chute d'Hosni Moubarak a donné 48 heures aux partis politiques pour finaliser la formation de l'Assemblée constituante chargée de rédiger la nouvelle constitution du pays. La crise au Mali au cœur de la visite du Premier ministre malien au Bénin. Pour Cheikh Modibo Diarra, il s'agit notamment d'informer le chef de l'État béninois et président en exercice de l'Union africaine, Yahi Boni, de l'évolution de la crise au Mali, mais aussi sur les perspectives du pays. Maximien Gbenou. L'avion présidentiel malien atterrit sur le tarmac de l'aéroport cardinal Bernardin Ganti de Kadiaoun-Cotonou avec à son bord une délégation conduite par le Premier ministre du Mali, Cheikh Modibo Diarra. Accueilli par le Premier ministre béninois, hymne des 2 pays, salutations d'usage des personnalités béninoises et maliennes, sans oublier la communauté malienne en résidence au Bénin. Le Premier ministre malien est venu à Cotonou rencontrer le chef de l'État du Bénin, qui est le président en exercice de l'Union africaine. C'est pour le remercier pour l'accompagnement que cette institution a fait au Mali et aussi l'informer des perspectives du gouvernement et du peuple malien par rapport à la situation qui prévaut dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. J'attends l'opportunité de lui présenter les perspectives du gouvernement malien. Et en même temps, j'attends aussi d'avoir des conseils de sa part. Il s'agit maintenant d'initier un dialogue avec les Maliens qui sont dans cette région afin que le pays puisse, à travers cette union, ces retrouvailles, n'est-ce pas, mettre en place une stratégie de reconquête de l'intégrité de notre territoire et de faire partir toutes les forces étrangères qui sont présentes sur notre territoire. L'objectif de cette reconquête est surtout l'objectif de renforcer la paix et la sécurité dans notre sous-région est un objectif, c'est l'objectif principal. Et toutes les mesures et toutes les dispositions et toutes les actions que cela va demander sont des actions que nous serons prêts à entreprendre.
Cette visite à Cotonou a lieu en prélude au sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui a lieu à Lomé au Togo. Au Sénégal, depuis quelques jours, des dignitaires de l'ancien régime d'Abdoulaye Wade sont auditionnés par la division des investigations criminelles. Des auditions qui portent essentiellement sur des présomptions d'enrichissement illicite ou des détournements de deniers et ou de biens publics. Fernand Tonin. Plusieurs dignitaires du défunt régime d'Abdoulaye Wade sont auditionnés depuis quelque temps par la division des investigations criminelles à Dakar. Ces auditions portent essentiellement sur des présomptions d'enrichissement illicite ou de détournement de deniers et ou de biens publics. L'état de droit suppose qu'il n'y a aucun citoyen au-dessus de la loi. Que ce citoyen soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Tous les citoyens seront égaux, auront le même traitement. Maintenant, j'ai entendu des gens s'offusquer sur le fait qu'ils aient été convoqués. Donc ils se considèrent qu'ils ne sont pas justiciables ou ce ne sont pas des citoyens comme les autres. Ainsi, les personnalités telles que Pape Diop, le président du Sénat, Mbaye Jacques Diop, l'ancien président du Conseil économique et social, ont été auditionnés tandis que plusieurs autres sont également annoncés. Il s'agit entre autres de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye et de l'ancien ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom. La question fait la une de toute la presse nationale avec des arguments et contre-arguments et parmi la population. Tout Sénégalais responsable à quelque chose devra au fur et à mesure rendre compte de ces activités qu'il avait au fil du temps. On doit continuer, ils doivent être audités, c'est ça qui est normal. Si quelqu'un fait du mal à l'État, bon, il est bien qu'on l'audite, et pourquoi pas. À son élection à la tête du Sénégal en mars dernier, Macky Sall a promis de faire de la lutte contre la corruption et la malgouvernance son cheval de bataille. Direction à présent une prison de Djouba, celle qui abrite les détenus les plus dangereux du Soudan du Sud. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et les services pénitentiaires suédois ont mis en place un projet pour former certaines femmes prisonnières à la couture. Objectif, qu'elles puissent désormais se charger de la fabrication des uniformes des détenus. Moïse Moukoro. Ambiance plutôt bonne enfant dans cette prison où se trouvent pourtant les détenus les plus dangereux du Sud-Soudan. Certains sont condamnés à la prison à vie, d'autres purgent de longues peines. Depuis une semaine, certaines femmes chanceuses suivent une formation en couture. Objectif, fabriquer les uniformes des prisonniers. Elles apprennent tout, de l'enfilage d'une machine à coudre à la confection d'une robe. L'apprentissage est financé par les Nations Unies et une organisation suédoise. Des officiers suédois pénitentiaires sont spécialement venus pour encadrer les apprentis. Nous voulons que ce projet soit permanent de sorte que les femmes que nous formons ici puissent à leur tour former les autres prisonnières. L'objectif est que chaque femme prisonnière au Sud-Soudan ait 2 uniformes pour avoir de quoi se changer. Les détenus qui recouvreront un jour la liberté espèrent profiter de ces nouvelles compétences. Elles leur permettront de trouver du travail et d'avoir une meilleure réinsertion dans la vie. Avant la prison, je ne savais rien faire, mais je suis sûre que quand je sortirai, je serai cette fois-ci en mesure de faire quelque chose dont le gouvernement peut tirer profit. Pour les responsables pénitentiaires, cette formation est aussi une manière de faire avancer les droits des femmes détenues, très souvent parmi les plus vulnérables de la société. C'est un projet important pour les femmes qui sont vulnérables. Une fois qu'elles reçoivent une formation et qu'elles obtiennent des compétences, elles peuvent bien se débrouiller dans la vie. En dehors de produire des uniformes pour tous les détenus de la prison de Djouba, ces femmes seront chargées de coudre près de 800 uniformes pour d'autres femmes prisonnières à travers le pays. Et puis au Congo-Brazzaville, la nouvelle politique des infrastructures de base prend déjà corps. Les projets de construction de routes, de ponts ou encore d'aéroports se multiplient. Des ouvrages d'intégration régionale qui renforcent la vocation du Congo, celle de pays de transit. Correspondance sur place, Boris Agapit. Des routes bitumées ou en voie de l'être, des infrastructures aéroportuaires et de production d'énergie, c'est ce que la République du Congo s'efforce de mettre en place
afin de supprimer les barrières économiques avec les pays limitrophes et rendre effective la circulation des services, des biens et des facteurs de production. Précision avec Jean-Jacques Bouya, délégué général aux grands travaux. Et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que les infrastructures de base soient véritablement mises en œuvre pour que, surtout, l'Afrique centrale ne soit pas un peu comme, on peut dire, un frein à ce développement par manque d'infrastructures. Qu'on ne soit pas en mesure de quitter de l'Afrique du Nord et arriver en entrant en Afrique centrale, on se retrouve comme dans un trou béant. La politique de construction-reconstruction enclenchée au Congo-Brazzaville, martèle le délégué général aux grands travaux, vise à promouvoir la vocation de pays de transit par le désenclavement de l'Interland et l'ouverture du corridor de Brazzaville vers Ouesso et les pays voisins. Évidemment, dans ce département, partant de la cuvette vers le département de la Songa, avec les perspectives d'ouvrir le pays vers le Cameroun, quand il s'agit là, dans un programme véritablement d'ouverture des corridors vers le pays voisin pour assurer véritablement notre vocation de pays de transit. Tous ces efforts qui se conjuguent au présent et au futur offriraient au Congo les possibilités de pénétrer efficacement les marchés mondiaux et attirer les investissements étrangers. Zoom à présent sur ces Congolais de France, cette fois candidats aux législatives. Ils s'appellent Abel Boïbanga et Rudy Kazi et sont tous deux issus du Parti démocrate chrétien, parti présidé par la députée Christine Boutin. Linda Robert a suivi pour nous ces deux candidats qui se prévalent d'une étiquette citoyenne et républicaine. Linda Robert. Sur le terrain médiatique et urbain, un petit air de campagne s'immisce entre les murs bétonnés de la capitale française. Deux jeunes Français d'origine congolaise partagent une aspiration commune, celle de conquérir la circonscription de leurs rêves. Ils sont candidats aux législatives sous la bannière du Parti chrétien-démocrate. Une première pour eux. Convaincre, malgré un parcours politique en devenir, un défi de taille pour ces défenseurs de l'entrepreneuriat et de l'initiative individuelle. Suite à un constat important, j'ai pu voir dans ma circonscription que beaucoup de personnes dans nos quartiers ont des projets formidables de création d'entreprises, mais ne savent pas, par exemple, comment monter un bon business plan viable, comment contacter les banques, comment présenter leurs projets de façon professionnelle. En plein grand débat sur Africa numéro 1, de nombreux sujets récurrents dans cette campagne sont abordés, comme l'homoparentalité ou le droit de vote des étrangers. Abel Boïbanga et Rudy Kazi défendent les valeurs traditionnelles. Ils veulent bien plus qu'une candidature de témoignage et c'est déjà une ode à la diversité. La France est prête en fait à faire confiance à tout simplement des citoyens français issus de la diversité. Mais on s'interroge quand même ici dans la 16e circonscription sur 16 candidats. Je pense que nous sommes 2 seulement candidats à être issus de la diversité. Quels seront les fruits de cette odyssée électorale ? Il est difficile pour l'heure de donner une véritable réponse. Il faudra attendre au-delà du 10 juin, date du premier tour des élections législatives. Et il est temps à présent de nous quitter, mais avant je vous rappelle l'une des informations principales développées dans ce journal. L'Égypte, les manifestations se sont poursuivies ce mercredi contre les verdicts dans le procès Moubarak, alors que le pays se prépare au second tour de la présidentielle les 16 et 17 juin prochains. L'ancien président égyptien, incarcéré depuis sa condamnation samedi à la prison à perpétuité, pourrait être transféré dans un hôpital militaire en raison d'une détérioration de son état de santé. Voilà la fin de ce journal. Tout de suite, vos programmes continue sur Télé Sud. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Patricia Dreline à cette même place pour un nouveau point sur l'actualité.